de présenter donc l'essentiel concernant le machine learning, même si donc c'est pas assez suffisant, mais je vais faire donc mon mieux pour donc respecter donc ce timing. Donc le long de cette présentation, je vais donc présenter tout d'abord c'est quoi le machine learning. Ensuite, je vais aborder donc les fondamentaux de machine learning, donc ou bien les étapes nécessaires pour monter un projet ou bien de machine learning. Et par la suite, les métriques de performance pour évaluer donc un modèle ou bien un modèle de machine learning. Alors, tout d'abord, donc, c'est quoi le machine learning? Donc, le machine learning, donc, récemment, il est appliqué donc, dans différents domaines, que ce soit donc le management ou bien la communication digitale ou bien le network ou bien la finance. Donc, il y a pas mal, ou bien l'industrie aussi, donc, qui intéressent donc, je pense, la plupart de nos étudiants donc, à l'IXI. Donc, il est partout. Alors, c'est quoi donc le machine learning? C'est une simple définition, ou bien en français, c'est l'apprentissage automatique, peut être vu comme l'ensemble des techniques permettant à une machine, et cette machine, ça peut être donc un robot, ça peut être donc un ordinateur, ça peut être donc smartphone en tout cas, donc une machine quelconque, d'apprendre donc à réaliser une tâche sans donc l'intervention de l'être humain. Donc il se comporte donc cette machine comme un être humain ou bien moins qu'un être humain, donc ça dépend que les tâches dédiées à cette machine. Donc c'est ça en bref, donc le machine learning. Alors donc par exemple, un exemple, donc voici donc par exemple 1000 photos d'animaux et je veux savoir donc où se trouve donc ou bien l'image de mon chien. Donc parmi donc 6000 photos, comment je peux donc prédire, à vrai dire, donc en termes de machine learning, donc l'image de mon chien. Donc pour ou bien pour arriver à ce stade, je peux appliquer ce qu'on appelle des algorithmes de machine learning afin d'arriver ou bien à cibler mon chien parmi donc 6000 photos. En se basant, bien sûr, sur donc, ce qu'on appelle des attributs ou bien des features de chaque image. OK? Alors, donc c'est ça donc l'intérêt de machine learning. Ça, par exemple, dans l'imagerie, par exemple, dans les revenus, donc je peux aussi donc faire, si par exemple j'ai une société, comment je peux prédire aussi donc mon revenu donc en se basant sur des données. Et vraiment, ça, c'est la matière grise de machine learning. Donc, en se basant, par exemple, chaque image, il représente donc une information. Une information pour la machine. Donc, pour arrive donc la machine ou bien le programme ou bien le système arrive à détecter ou bien à cibler l'image de mon chien ou bien le revenu, mon revenu. Donc, il faut fournir donc le maximum possible des données. Ce qu'on appelle collecte de données. Donc, en tout cas, on verra ça en détail dans l'étape suivante. Donc, dans les fondamentaux de machine learning, donc on passe pour cette partie. Donc, voilà en détail. Donc, il y a combien de phases? Donc, c'est 5. On commence par d'abord, il faut définir le problème à traiter, ou bien la problématique. Donc, il faut bien définir ça à l'avance. Qu'est-ce que je veux faire
par le machine learning. Est-ce que je veux faire donc la prédiction ou bien la classification des images, ou bien je veux faire la prédiction par exemple, d'un profit, ou bien ce que je veux d'abord à l'avance. Et puis, je dois collecter des données je dois collecter des données parce que le machine, sans data ou bien sans des données, je ne peux pas faire, donc je ne peux pas appliquer le machine learning. Donc, il faut d'abord, par la suite, ou bien si le problème il est clair, il faut collecter des données. Par la suite, une fois que les données sont là, alors je peux appliquer ce qu'on appelle, je passe par exemple pour le pré-traitement des données. Par exemple, parce que je ne peux pas donc traiter les données brutes. Donc, il faut toujours donc traiter donc les valeurs manquantes, est-ce qu'il y a des redondances dans cette base. Donc, il faut traiter ça à l'avance. Et ça, c'est une étape très, très importante dans le machine learning. Ça veut dire donc, ce qu'on appelle le pré-traitement des données. Et dans cette étape, je peux voir donc la transformation. Ça veut dire, ça peut être donc des données de texte. Donc, on peut trouver des textes, on peut trouver des numériques. Mais avec le machine learning, tout data, donc tous les data, il doit, ou bien tous les filtres qu'on a, ils doivent être numériques. En tout cas, on verra par la suite un exemple dans ce sens. Par la suite, il faut donc raffiner notre data. Ça veut dire donc ce qu'on appelle data cleaning. S'il y a, comme je viens de dire, s'il y a donc des valeurs manquantes, il faut traiter ça. S'il y a des redondances, donc des lignes ou bien des données, il faut traiter ça aussi. Et la normalisation, ça c'est... Donc il faut approfondir. Donc la normalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les filtres, il doit être entre 0 et 1. Donc, et les données se forment donc sous forme de tableau. Donc c'est un exemple. Voilà donc un exemple. Ça, c'est une base de données qui contient par exemple, je ne sais pas combien de lignes et des filtres. Donc les filtres, ce sont par exemple les surfaces, qualité et le code postal par exemple. OK? Donc, une fois, donc la normalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc je dois rendre, donc par exemple, le prix. Il y a des techniques pour faire ça, entre 0 et 1. En tout cas, c'est la machine qui traite ça. Donc, jusqu'à maintenant, il y a donc l'esprit, ce qu'on appelle, on ne sait pas ce qui se passe derrière donc la machine, mais on peut faire ce qu'on appelle, il y a des algorithmes pour faire ça, par exemple, la normalisation. Mais en gros, la normalisation, ça veut dire de rendre donc chaque colonne, elle est bornée entre 0 et 1. Alors, par la suite, on peut appliquer ce qu'on appelle des modèles ou bien des algorithmes de machine learning. On a plusieurs. Donc, il y a ce qu'on appelle, on trouve donc dans le machine learning, soit des modèles ou bien des algorithmes de machine learning dédiés pour donc ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé ou bien non supervisé, ou renforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement. Et par la suite, on doit déployer. Donc, le meilleur modèle, on va le déployer, c'est au niveau de la prédiction. Donc, c'est ça, donc les étapes nécessaires pour faire ou bien pour monter un projet de machine learning. Au niveau de cette phase de la construction de modèle, à vrai dire, on passe par les étapes suivantes, c'est-à-dire donc le training ou bien l'entraînement. On appelle ça l'entraînement. On doit aussi donc faire beaucoup de tests avec beaucoup d'algorithmes pour sélectionner donc le meilleur algorithme. Et aussi, il faut régler, on passe ce qu'on appelle et par paramètre tuning, ça veut dire donc qu'on doit
régler, ou bien il y a des algorithmes aussi, ce qu'on appelle ça le grid search. On doit chercher donc les meilleurs paramètres pour chaque algorithme. On peut faire ça. Donc la machine, elle peut aussi donc faire ça via des algos, c'est-à-dire de choisir donc les meilleurs paramètres pour chaque algorithme. Ce qu'on appelle dans le machine learning et paramètre tuning. Et par la suite, finalement, on doit faire donc ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, c'est ça, en gros, les étapes nécessaires pour faire le machine learning. Ça veut dire donc, je commence d'abord de bien définir donc la problématique. Par la suite, je dois collecter les données, pardon, et par la suite, la préparation des données ou bien le pré-traitement des données. Et c'est une étape très, très importante, surtout au niveau de transformation, comme je viens de dire, et le data cleaning, donc ou bien le raffinement du data. Et par la suite, je peux appliquer des algorithmes. Et vous inquiétez pas, donc l'application des algorithmes dans le machine learning, il y a ce qu'on appelle, on fait ça donc assez souvent avec Python. Il y a juste quelques lignes pour appliquer chaque algorithme. Donc, on verra ça. Donc, je vais survoler vers la fin sur un modèle. Déjà, j'ai préparé ça. Et finalement, donc, ce qu'on appelle, on doit donc arriver donc au déploiement de notre modèle dans une application ou bien ça dépend de projet. Alors, donc, ça, ce qu'on appelle dataset, par exemple, ou bien en français, un jeu de données. Donc, comme vous voyez, il y a des features, on appelle ça donc des features, et la target. Par exemple, ici, la target ou bien la cible, c'est le prix des maisons. Ça, ce qu'on appelle, c'est une base de données à propos des prix des appartements, en fonction du surface, la qualité et l'adresse postale. Et on peut ajouter pas mal de features. Donc, ça, c'est le nombre des exemples. N, j'ai bien précisé ça ici. Et le N, c'est le nombre de features. Et parmi les features, on doit bien cibler donc la target. Alors, je passe. Donc, dataset, je peux voir ça comme par exemple, une matrice, à vrai dire. Et c'est le moment donc de vous rappeler qu'on a traité donc l'algèbre linéaire. C'est très important aussi pour faire le machine learning. Le machine learning, vous devez avoir donc des connaissances de base de mathématiques, surtout donc ce qu'on appelle l'algèbre et le traitement donc matriciel. Parce qu'une dataset, c'est comme une matrice, comme vous voyez dans ce slide. Alors, on a perdu l'écoute ou bien? C'est Abdelawi. Je m'excuse, je suis là. Alors, donc, je reviens. Alors, donc, je peux voir, donc, comme je viens de dire, donc, le dataset, c'est comme une matrice, à vrai dire. Là où il y a donc une colonne spécifique pour donc, le target et les autres colonnes, ce sont des features. Alors, donc, voilà, donc, c'est ça, c'est qu'on appelle, lorsque je peux parler, donc, toujours, donc, je garde la même base de données. Ici, donc, j'ai le prix, c'est la target, les surfaces. Donc, ici,
comme je viens de voir, donc, ou bien comme vous pouvez remarquer dans ce tableau, ou bien dans cette base, il y a des valeurs manquantes. Ici, par exemple, ici, et de la même chose ici, donc, au niveau de cette ligne. Et aussi, donc, les codes postaux, j'ai donc déjà ce qu'on appelle des lettres, ou bien ce sont des textes, à vrai dire. Donc, il faut traiter ça, ce qu'on appelle le data cleaning. Il faut traiter donc les valeurs manquantes dans cette base et aussi numériser surtout donc la ligne de code postal. Donc voilà, donc le data cleaning, c'est ça, donc on a une base de données comme ça. Et par la suite, je dois donc supprimer ou bien, par exemple, les valeurs manquantes, etc. etc. Donc. Alors par la suite, je dois séparer ce qu'on appelle mon dataset ou bien la base de données. Donc, en deux phases, donc en deux parties très importantes. La partie d'entraînement, et je dois réserver donc le maximum, ou bien euh, le grand pourcentage pour ça, pour l'entraînement, et une deuxième partie de test. Donc, c'est ça ce qu'on fait donc assez souvent une fois la base de données elle est traitée est pré-traité, il est prêt pour donc appliquer le machine learning, on doit séparer ou bien ce qu'on appelle splitter donc notre dataset en deux parties. Une partie pour l'entraînement, c'est-à-dire donc pour c'est comme l'éducation d'un bébé. Donc je dois donc donner donc des principes ou bien afin d'arriver donc à, par exemple, à un enfant bien éduqué. C'est la même chose. Et une partie pour le test, c'est-à-dire, est-ce que ça, ou bien c'est vraiment la réalité qu'on a avec cette base de données. Alors, on va creuser un petit peu. Donc, voilà donc le dataset. Donc, la séparation, c'est-à-dire, je prends donc une partie. Donc, je peux splitter le dataset. En réalité, c'est comme ça. Donc, deux parties. Une partie de test en bas, en rouge. Donc, Y-test et X-test. Et la première partie pour l'entraînement, ce qu'on appelle Y-train et X-train. Alors, pour appliquer le modèle, donc en réalité, les modèles, par exemple, dans des sciences, par exemple physique, c'est l'être humain qui a appliqué le modèle ou bien qui a montré le modèle. C'est quelque chose déterministe, à vrai dire. Donc, il y a des équations, il passe jusqu'à, il arrive donc à, par exemple, à mettre une équation. Par exemple, ou bien la célèbre équation E est égale à mc carré. Mais dans le machine learning, on ne peut pas faire ça, mais on laisse la machine, c'est elle qui génère donc le modèle. Donc, dans le machine learning, donc, on va laisser la machine à trouver donc un modèle qui correspond mieux à votre objectif en utilisant notre dataset. Juste pour vous rappeler, M. Abdaoui, là, Oui. vous avez déjà presque épuisé vos 15 minutes et on risque d'aller au-delà de 2 à 3 heures si on va continuer ainsi. Donc, je souhaite que vous puissiez abréger rapidement. OK. Donc, je passe donc rapidement. Voilà le modèle. Donc, l'essentiel, donc, c'est la machine qui trouve donc la- le meilleur modèle en se basant sur notre dataset. Et en général, on trouve donc des modèles comme ça. Donc, Y en fonction de f de x. Et x ici, c'est le nombre du fuseau. Avec plus epsilon, ça, c'est l'erreur qu'on peut donc par exemple, commis pendant donc l'apprentissage. Alors, en général, donc les algorithmes de machine learning, en gros, il y a ce qu'on appelle les algorithmes supervisés et non supervisés. Donc, l'apprentissage supervisé, il se base sur des observations et des étiquettes, ce qu'on appelle la target.
Et par la suite, on applique des modèles de machine learning afin de construire ou bien de prédire ou bien de construire un modèle de prédiction. L'apprentissage non supervisé, donc on se base seulement sur des observations. Donc, c'est-à-dire, donc, on donne des filtres, donc, d'une façon brute, et en se basant sur des algorithmes, on peut faire une observation améliorée. Donc, pour faciliter la compréhension, surtout donc de l'apprentissage de supervisé, je reviens pour donc les images. Donc, supposons qu'on a donc, par exemple, 1000 images, j'imagine, donc, et je peux faire ce qu'on appelle dans le machine learning le clustering, c'est-à-dire je vais regrouper donc les chats à part et les chiens de l'autre côté. Donc, ce qu'on appelle, via des modèles, ce qu'on appelle ça dans le machine learning, le clustering, la clusterisation. Donc, en français, c'est le regroupement. Alors, deux problèmes qu'on peut trouver dans le machine learning, soit régression, soit classification. Ça dépend de la target. S'il est continu, à ce moment-là, je vais appliquer la régression. S'il est discrète, à ce moment-là, il faut appliquer la classification. Donc, mathématiquement, je peux traduire ça. Si Y appartenant à R, ça, c'est un problème donc, de régression. Si Y il est entre donc, de 0 et 1, sachant que je peux avoir aussi donc, un problème de multiclassification qui dépasse deux valeurs, à ce moment-là, c'est un problème de classification. Alors, donc la régression, donc ça, je peux représenter ça et tout le monde, je pense, il connaît ça. On a fait ça depuis le collège. Donc, c'est-à-dire, donc, on a des valeurs et on va essayer donc de trouver donc une droite qui rapproche donc pour tous les points. Ça, ce qu'on appelle problème de régression. Sinon, donc, dans la classification, on a donc deux valeurs, soit 0, soit 1. Par exemple, les 0, c'est ce qui est en rouge, et les plus, c'est les 1. Et on va chercher comment séparer les deux parties avec une droite. Ça, c'est un problème de classification. Alors, donc, il y a plusieurs algorithmes de machine learning. Par exemple, le SVM, l'Extra-Tree, le Random Forest, on a plusieurs à vrai dire. Donc, l'évaluation, ce qu'il faut aussi donc, retenir donc, dans cette présentation, c'est-à-dire lorsque j'arrive donc jusqu'à donc à la construction d'un modèle de machine learning ou bien jusqu'à la prédiction à vrai dire, il faut évaluer donc le modèle. Et pour évaluer ou bien évaluer les performances de chaque modèle, s'il s'agit de régression, on a donc les métriques suivantes, surtout les MAE et R carré et les RMSE. Ça, c'est ce qu'on appelle les statisticiens qui valident ça. Et s'il s'agit donc d'un problème de classification, il faut traiter donc ou bien évaluer votre modèle selon les métriques suivantes. Donc l'accuracy, on trouve l'accuracy, la précision, récal et F-score. Donc voilà, donc bref, donc un modèle ou bien pour faire le machine learning, je peux résumer ça donc avec le schéma suivant. Donc on doit, ce qu'on appelle on doit collecter des données, puis le pré-traitement, puis la construction de modèles, et par la suite, je dois donc passer par le réglage, ce qu'on appelle le tuning, donc le réglage de paramètres de chaque modèle, et par la suite l'évaluation, et finalement le déploiement de ce modèle. Et merci. Donc j'espère que, même si donc j'ai dépassé donc le time. Voilà, donc, Mais si vous avez merci. donc des questions, je suis là. Merci, M. Abdoulaoui, pour votre présentation, pour votre bonne présentation. Voilà, j'espère que vous m'entendez.
Voilà, si vous avez des questions concernant le machine learning, je ne sais pas ce qui a été prévu dans le programme, mais je crois que la séance questions sera après. Donc, vous notez toutes vos questions et les noms des intervenants, des différents intervenants. Comme ça, après, vous pourriez poser aisément toutes vos questions et ça va créer un débat qui va nous permettre d'animer encore plus notre séance ou notre conférence. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les conférences d'habitude. Voilà, donc rapidement, je vais céder la parole à Monsieur Marwan Bellassen, qui doit nous parler des applications du reinforcement learning à la finance. Donc, le reinforcement learning, c'est un type d'apprentissage, c'est un type de machine learning. Ça fait partie des types d'apprentissage automatique. Voilà, on appelle en français l'apprentissage par renforcement, qui est très, très récent. Donc, si M. Marwan est là, il doit présenter l'application du reinforcement learning, de l'application de l'apprentissage par renforcement au problème financier. Donc, je vous rappelle que M. Marwan, il travaille déjà dans la finance au niveau de la CDG, si je ne me trompe pas. Voilà, si je me trompe, il pourra bien sûr rectifier par la suite. Voilà. Est-ce qu'il est là, M. Marwan? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, vous pourriez comme ça déjà enchaîner avec la présentation de Siab Laoui. Comme ça, on va y aller un peu rapidement. Voilà. Donc, rapidement, je vais céder la parole à M. Marwan Bellassen, qui doit nous parler des applications du reinforcement learning à la finance. Donc, le reinforcement learning, c'est un type d'apprentissage, c'est un type de machine learning. Ça fait partie des types d'apprentissage automatique. Voilà, on appelle en français l'apprentissage par renforcement, qui est très, très récent. Donc, si M. Marwan est là, il doit présenter l'application du reinforcement learning, de l'application de l'apprentissage par renforcement au problème financier. Donc, je vous rappelle que M. Marwan, il travaille déjà dans la finance au niveau de la CDG, si je ne me trompe pas. Voilà, si je me trompe, il pourra bien sûr rectifier par la suite. Donc, si vous, je ne sais pas si vous avez déjà des connaissances sur l'apprentissage par renforcement. Si oui, ça, je ne sais pas si on peut noter, c'est les gens qui connaissent déjà des trucs sur l'apprentissage par renforcement. Aussi, je veux savoir les gens qui ont déjà implémenté des algorithmes ou pas. Ok, donc avant d'entamer le sujet, on va présenter un petit peu la finance, donc les quatre piliers de la finance. En fait, monsieur Larbi, tu peux passer à la troisième slide. Donc, en général, il y a quatre piliers dans la finance. Donc, il y a l'analyse fondamentale qui se base en général sur les rapports annuels ou bien semestriels ou trimestriels, qui contient des bilans passifs et actifs et CPC. Donc, ce type de bilan, il nous permet de savoir la santé de l'entreprise. Il y a aussi l'analyse technique. Ce type d'analyse, elle nous permet à la base des séries temporelles de savoir on peut prédire le return du marché. Il y a aussi quantitative analysis qui se base sur des modèles probabilistes. Je cite comme exemple le Markovitch model. Et dans le quatrième pilier, il y a l'alternative data. Ce type d'analyse se base sur le sentiment analysis, des données sur les clients. Il y a plein de données qu'on peut utiliser aussi pour compléter notre information sur les entreprises. Voilà. Donc, l'autre slide, c'est l'arbre.
Et pour le machine learning, il y a trois types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé, non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Pour l'apprentissage supervisé, c'est l'apprentissage statique où on a des données, un historique donné. Donc, par exemple, si on veut savoir, on veut prédire par exemple si on a si cloud ou hot ou bien de savoir le degré de température, on peut utiliser des modèles de régression. Pour l'apprentissage non supervisé dans l'autre slide, donc, pour l'apprentissage non supervisé, nous permettre de différencier entre les différentes classes à la base des distances. On peut savoir, par exemple, la variance interclasse et intraclasse, et à chaque fois, on peut grandir le nombre des classes qu'on a. Et pour l'apprentissage par renforcement sur l'autre slide, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, tu peux passer là. Pour l'apprentissage par renforcement, c'est un apprentissage dynamique. Donc, en général, on a des états, des actions et une matrice de transition et des rewards qui permettent de prédire si on a bien bénéficié de l'action qu'on a pris ou pas. On peut voir ça dans des exemples. Si tu peux passer sur l'arrêt à l'autre slide. Donc, ici, on a un agent qui prend des décisions ou bien des actions et il passe à d'autres états et il obtient des rewards. Et il y a plein d'applications d'apprentissage par renforcement sur l'autre slide. J'ai mis plein d'exemples. Tu peux passer, c'est l'arrêt. Voilà, on peut voir un exemple parmi les deux. Par exemple, ici, on a 8 états et des actions. Voilà, vers la fin, le modèle va arriver à apprendre comment le modèle va arriver à bien faire le parking donc de la voiture. C'est là, tu peux passer à les dernières séquences de la vidéo. Voilà, donc le modèle est arrivé à apprendre comment faire le parking. Voilà, donc alors, on peut poser la question comment on peut modéliser ce type de problème. On peut voir ça dans le slide suivant. Donc, pour modéliser ce type de problème, on peut le modéliser avec des états, des actions. On peut apprendre la probabilité de transition et à la base de reward. Et à la base de l'équation de Bellman, on peut optimiser ce type de problème. Donc, pour l'application sur la finance, on peut passer à la dernière slide. Voilà, donc les actions dans notre cas, la finance, c'est les poids.
par exemple, on a choisi 10 entreprises. La problématique qu'on a, c'est comment on peut allouer des poids. Par exemple, on a 20 millions de dirhams, on veut allouer des poids pour qu'on puisse gagner avec la problématique d'Yalma. Les stats, c'est les returns et le reward, on peut l'apprendre à la base des approches qui s'appellent inverse reinforcement learning. Et voilà, donc merci. Et si vous avez des questions. Voilà, donc Monsieur Marouane, comme on a dit au début, les questions seront pour la fin afin de créer un débat entre les différents intervenants et les participants. Voilà, je vous remercie pour votre bonne présentation. J'espère que tout le monde a pris note et que par la suite, vous auriez assez de questions pour Monsieur Marouane. Voilà, donc très rapidement, on va passer à la troisième intervention qui sera par moi-même. Donc, je vais parler de l'application de l'intelligence artificielle au système urbain. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on parle du système urbain, ça semble un peu large et un peu vague. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Voilà. Oui. Voilà, merci. Donc, là, je vais parler de l'application. Bon, il y aura certainement un petit problème parce que je n'ai pas partagé le bon écran. Je vais devoir arrêter et reprendre. Voilà, donc là, je vais parler de l'IA appliquée au système urbain. Ça sera un peu, on va parler globalement de l'IA appliquée au système urbain. Voilà, qui va présenter, c'est Stéphane Tekwabou. Donc, je suis postdoc chercheur officiellement, postdoc chercheur à l'UM6P au Centre des systèmes urbains. Donc, je travaille sur, ou bien je fais des recherches sur l'ingénierie urbaine, spécialement les pour essayer d'amorcer la digitalisation intelligente des villes africaines. Donc, je tiens à rappeler également que ce travail sur les villes a commencé l'année dernière avec mon frère Abdallah Ouyan, notamment dans le labo de l'Exit, où on continue aussi à travailler jusqu'à présent et où on a produit un certain nombre de travaux scientifiques intéressants. Voilà. Donc, rapidement, je vais donner le plan de cette petite présentation. Donc, je vais, dans un premier temps, définir l'intelligence artificielle parce que tout le monde entend parler, mais c'est quoi exactement? On va donner 2 ou 3 définitions qui proviennent souvent des pairs de ce domaine. Voilà, donc ensuite, on va donner un peu l'historique, d'où ça vient cette notion d'intelligence artificielle. Et puis, on va voir quelques domaines d'application. Et puis, quelques domaines de l'intelligence artificielle, ce n'est pas les domaines d'application, mais c'est les domaines de l'IA, parce que l'IA, c'est un terme un peu grossier aujourd'hui, c'est global, je vais dire. Voilà, ensuite, on va voir des applications majeures. Et puis, je vais parler des systèmes urbains. Et puis après, éventuellement, je vais parler de l'intelligence artificielle pour les systèmes urbains. Ou bien, je vais essayer de détailler comment est-ce que les systèmes urbains intègrent l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ici, j'ai regroupé 3 définitions. Il y a celle qui provient de Wikipédia, qui semble la plus facile à comprendre par tout le monde. Voilà, on parle d'un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, on voit que l'intelligence artificielle, c'est quoi? Un ensemble de théories et de techniques. Quand on dit théorie, c'est forcément des théories mathématiques. Voilà, des techniques, ça peut être de la robotique ou bien des techniques basées sur l'informatique ou sur tout autre domaine connexe qui va permettre de créer une machine intelligente capable de simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est pourquoi on l'appelle intelligence artificielle. Et elle vient d'où? Elle vient d'un des pionniers de ce domaine qui a créé un groupe de recherche au MIT dans les années 80 et qui a utilisé ce mot
la première fois, il s'appelle Marvin Minsky. Voilà, donc il a défini l'intelligence artificielle comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par les êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Voilà, c'est pourquoi certains associent souvent l'intelligence artificielle à tout ce qui est science cognitive. Voilà, donc qui fait partie de la connaissance. Parce que le but de l'intelligence artificielle, c'est d'extraire des connaissances, en fait. Voilà, qui dit intelligence humaine parle de connaissance. Ensuite, il y a Nielsen aussi qui a fait de bons travaux, qui définit l'intelligence artificielle un peu de façon complexe, comme une activité qui consiste à rendre les machines intelligentes. Et l'intelligence est cette qualité qui permet à une entité de fonctionner correctement en accord avec son environnement. C'est un peu abstrait, on dirait. Mais je crois qu'à partir de ces deux définitions, j'aurais dû les mettre avant la première. On a pu extraire la première définition qui est assez concrète et assez précise. Donc, d'où ça vient cette intelligence artificielle? On voit que là, depuis, parce que certains croient que ça commence en 2012 avec le deep learning qui a commencé à marcher en 2012 avec le chercheur français, que j'oublie le nom ici, mais certainement ça va me revenir par la suite. On voit que depuis 1936, on parlait déjà il y avait déjà des techniques existantes, hein, comme la machine de Turing. Ensuite, on a la vision par ordinateur qui date de 1961, qui est encore très, très, très utilisée aujourd'hui dans le domaine médical et aussi dans le traitement d'images en général. Donc, on a eu des films qui ont annoncé ce qui devait venir par la suite. Et le plus souvent, ce qui est bizarre avec cette intelligence artificielle, c'est que ça a été d'abord annoncé bien avant dans des films, comme l'Odyssée de l'espace en 1968, qui a annoncé tout ce qui devait se passer jusqu'en 2001, ou bien 2010 même. Voilà, ensuite, en 69, on a la reconnaissance de la parole, on a les jeux d'échecs par la suite de IBM en 97. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui vont nous conduire à la révolution du deep learning en 2010 et puis l'intelligence artificielle moderne à partir de 2012, quand le deep learning a commencé à marcher avec des grandes quantités de données. On voit qu'à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle entre dans tous les domaines de notre vie, on ne peut plus s'en passer. Voilà, donc parfois on en profite sans savoir. Et puis, moi, aujourd'hui, ça m'a conduit à faire des recherches en ingénierie urbaine, tout en voyant comment est-ce qu'on peut exploiter cette gamme variée de techniques que propose l'intelligence artificielle pour améliorer les conditions de vie ou bien pour relever les challenges de la cité. Voilà, les domaines de l'intelligence artificielle. Donc, quand on arrive ici, comme je vous l'ai dit au début, c'est un terme qui est un peu global et qui intègre plusieurs sous-domaines. On voit le machine learning, ce que vient de présenter notre collègue Abdelawi. Il y a le machine learning, qui est un domaine de l'intelligence artificielle qui est très prometteur aujourd'hui. Et dans le machine learning, j'ai divisé ici en deux domaines. Il y a l'analyse descriptive et l'analyse prédictive. L'analyse prédictive qui est souvent très utilisée de nos jours. Bon. Voilà, on a d'autres domaines tels que le traitement naturel de la parole. C'est un domaine, mais qui certainement utilise encore d'autre part des algorithmes de machine learning. On a aussi le traitement du langage. Je crois que je fais une erreur tout à l'heure, donc c'est le traitement du langage naturel. Voilà. Et ici, on a le traitement de la parole, la vision par ordinateur, il y a la robotique, le planning et l'optimisation, et on a les systèmes experts qui sont aussi un peu anciens. Voilà, donc, comme on a pu voir dans la diapo précédente, il y a un certain ordre entre les termes principaux d'intelligence artificielle qui est globale
Et parmi les domaines d'intelligence artificielle, on a l'apprentissage automatique qu'a présenté M. Abdoulaoui comme un sous-domaine. Et ensuite, on a l'apprentissage profond qui a fait émerger tous les deux autres. Parce qu'au début, ça existait, l'intelligence artificielle. Le machine learning aussi, ça existait. La régression, c'est pas nouvelle, mais c'était pas connu. Parce que c'était pas une tendance. C'est lorsque le deep learning commence à marcher en 2012 que les gens s'en rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose de sérieux dans cette affaire-là. Et puis, à partir de ce moment, ça devient une discipline ou bien ça devient une technique qui attire l'attention de tout le monde. Et aujourd'hui même, l'attention des politiques. On voit en Europe beaucoup de politiciens qui intègrent carrément, je prends l'exemple de le président Macron, qui intègre carrément une politique, je ne vais pas dire de vulgarisation, mais qui a planifié l'intégration de l'intelligence artificielle pour toute la population ou bien pour toute la nation française dans sa politique. Voilà, donc le deep learning, comme je l'ai dit, c'est ce domaine-là qui a permis aux autres d'attirer l'attention de tout le monde parce qu'on a vu que cette affaire-là pourrait résoudre des problèmes complexes. Et puis là, on doit avoir de l'automatisme pour pouvoir faire des économies tout en optimisant des rendements. Maintenant, ici, parmi les applications de l'intelligence artificielle, donc j'ai bien voulu donner ce schéma qui montre une estimation du chiffre d'affaires. Là, je ne vais pas m'intéresser au chiffre d'affaires parce que je ne suis pas sûr que c'est juste ou bien. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les domaines et la proportion. On voit là qu'en tête de file, on aura entre 2016 et 2025, ce qui n'est pas faux, la détection d'objets mobiles, l'identification on parle d'identification et des évitements. Là, c'est aussi appliqué en milieu urbain. Par exemple, on parle de la détection automatique au niveau des panneaux de circulation ou bien des feux de route qui fonctionnent déjà de façon automatique avec des algorithmes de machine learning. Voilà. On a les reconnaissances d'images qui a été très appliquée pendant la crise de Covid-19. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des algorithmes qui permettent de contrôler le port de masque, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle était vraiment à la pointe de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Voilà, on a le traitement des données médicales des patients. Donc là, c'est un domaine qui est très prometteur aujourd'hui. Il est classé au 3e niveau. On a les stratégies de trading, comme ce que vient de présenter M. Marouane. Lui, il travaille sur l'investissement. Donc là, le trading, les algorithmes d'intelligence artificielle, ça constitue le 4e domaine où la matière sera plus intégrée entre 2016 et 2025. On a la localisation et tout ce qui est cartographie. Voilà, tout ce qui est localisation et cartographie, ça entre un peu dans les sciences urbaines. Pourquoi on va faire la cartographie et la localisation? C'est peut-être pour mieux se déplacer, pour mieux s'orienter, pour créer des algorithmes ou bien des applications qui vont faciliter notre vie au quotidien. On aura aussi la maintenance prédictive. Là, c'est un domaine très prometteur. Par exemple, si vous avez votre voiture, l'intelligence artificielle va permettre, par exemple, de prévoir les pannes et de faire des maintenances avant qu'elles n'arrivent. Voilà, on aura aussi des préventions contre les menaces et la cybersécurité pour améliorer notre sécurité au quotidien. Donc, on aura bien sûr la conversion des documents papier en données numériques. Là, ça revient dans le traitement de texte ou bien le traitement du langage aussi. Voilà, on aura un autre domaine qui va aussi beaucoup émerger, c'est les systèmes de recrutement. Si vous avez essayé de chercher un poste ou bien des stages, vous allez voir que beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place des systèmes automatiques de recrutement qui vous évaluent jusqu'à la fin, peut-être sans un responsable du service des ressources humaines ne puisse intervenir. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui fait tout le travail et puis il va vous noter à la fin, il peut faire une première sélection
et puis voir si vous allez passer cette sélection ou pas. Comme ça permet de filtrer les candidats qui vont arriver au niveau des responsables RH. Et non seulement c'est efficace, et aussi ça permet de gagner en temps parce qu'on utilise au moins les services RH. Bon, on aura aussi l'analyse d'image médicale, donc ça va plus ou moins entrer dans le traitement de données médicales. Donc maintenant, je vais passer au système urbain, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, c'est pas mon domaine à moi. C'est quoi le système urbain? Un système urbain ou bien un réseau de villes, c'est un ensemble de villes dans une région, dans un pays, dans une région en termes continental, dans un continent ou bien dans le monde entier. Voilà, parce que l'ensemble des villes du monde entier constitue un réseau urbain qui contient les grandes métropoles des plus grands pays du monde. Si on peut prendre par exemple le G20, on va voir que par exemple les capitales du G20 constituent le cœur du réseau urbain mondial. Voilà, après, je vais parler de la forme urbaine. C'est quoi la forme urbaine? Là, j'ai mis deux termes. Il y a le terme compact, il y a le terme étalé. En fait, nous habitons dans des villes, mais nous ne savons pas c'est quoi notre responsabilité sur ces villes-là. La forme urbaine renvoie à la façon dont la ville grandit dans le temps, ou la façon dont on aménage notre ville. Donc, lorsque nous occupons l'espace urbain, comment est-ce qu'on affecte la formation de la ville? Parce que cette formation de la ville va conditionner toute la suite. Ça va conditionner la mobilité, ça va conditionner la circulation d'énergie, ça va conditionner la circulation de l'eau, ça va conditionner la logistique, ça va conditionner l'économie, ça va conditionner tout ce qui est pollution, tout ce qui est climat. Donc, et lorsqu'on parle de forme urbaine, c'est-à-dire l'occupation, l'aspect physique, la façon dont physiquement la ville se forme, on voit deux termes qui est compact ou bien étalé. Est-ce que lorsque la ville se forme, lorsqu'on occupe l'espace urbain, on l'occupe en s'étalant tout autour ou bien on l'occupe de façon dense dans son milieu? On va voir que si on prend la ville de Casablanca, elle essaie de s'édensifier quand même au milieu parce qu'il y a des immeubles qui poussent au milieu de la ville de Casa, mais tout en s'étalant aussi dans des banlieues comme Bouskoura, avec des villes vertes de Tanesna, si je prononce bien. Il y a des villes comme Noisseur, il y a des villes comme... voilà, donc il y a Bouskoura, il y a Noisseur. Bon, il y a une autre ville au niveau de la côte, là, une banlieue plutôt au niveau de la côte, et tout ça, ça va former l'agglomération de la ville de Casa. Donc, l'ensemble de ces espaces-là, et avec les villes comme El Jadida, Stade et Montmédia, ça va constituer un petit réseau urbain au niveau du Grand Casablanca. Donc, aussi, on va voir les villes de demain. C'est quoi la ville de demain? La ville de demain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville verte qui se veut être écologique et qui se veut être smart, donc intelligente, qui veut intégrer le maximum possible l'algorithme d'intelligence artificielle, qui se veut digital, voilà, et aussi qui se veut un espace de vie, comment dirais-je, qui se veut un espace de vie inclusif. Là, ce sont des challenges de la ville de demain. Il faut qu'elle soit verte, il faut qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle soit digitalisée. Voilà, il faut qu'elle économise ses ressources en termes d'énergie, en termes d'eau. Voilà, toutes les ressources qui existent en termes d'occupation de son sol. Maintenant, lorsqu'on connaît tous ces challenges-là, comment est-ce que cette mine d'or d'algorithmes ou bien de techniques et de théories d'intelligence artificielle, est-ce que le fait que chaque habitant aujourd'hui utilise un téléphone portable et qu'il génère des données, est-ce que ça nous permet d'exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser, voilà, les ressources de nos villes? Quand on parle de ressources, on parle de ressources en eau, de ressources en énergie, voilà, et surtout du sol.
du sol, préoccupation de l'espace. Voilà, c'est quoi une ville numérique? Donc, une ville numérique, c'est tout simplement une smart city qui est bien digitalisée. Voilà, maintenant, l'IA va intervenir pour optimiser, voilà, les indicateurs urbains. Bon, les indicateurs urbains, c'est tout simplement un ensemble d'éléments. Voilà, les indicateurs, c'est un ensemble d'éléments qui sont pris en compte lors de l'aménagement urbain, qui doivent être minimisés ou bien maximisés lors de l'aménagement de la ville. Voilà, en parlant des défis, parce que là, j'ai presque tout résumé sur la diapo précédente, on parle des défis de la ville actuellement, c'est sur quel point? Au niveau de la pollution, au niveau de la gestion des déchets, vous pouvez regarder tout simplement sur la ville de Casablanca et vous allez voir qu'entre 2015 jusqu'à présent, la ville essaye de faire le maximum d'efforts possibles en aménageant les espaces verts, en améliorant la façon de gérer les déchets, en essayant bien sûr de réduire les inégalités sociales, en améliorant, lorsqu'on parle de croissance urbaine, bon, là, c'est pas un défi parce que la ville va croître. Ça, c'est le phénomène qui est tout à fait naturel. Les défis, c'est ce qui vient après. Il y a l'insécurité, par exemple, le problème de logement et le problème de transport que je parlais tout à l'heure. Voilà, la ville de demain, ça se veut qu'une ville certainement durable. Durable, c'est-à-dire qui se veut verte, qui se veut intelligente, qui sera sociale. Voilà, social, c'est-à-dire qui va accueillir tout le monde, qui va vouloir donner la meilleure qualité de vie à tout le monde, qui va accepter les mixités sociales, et puis smart en intégrant les technologies d'information, et puis verte en optimisant l'utilisation d'énergie, en favorisant l'énergie verte et l'énergie renouvelable, en optimisant les ressources en eau, et la gestion des déchets, bien sûr, en utilisant ou bien en favorisant les véhicules propres. Donc, juste pour information, la ville de Casablanca, qui est l'exemple que je prends toujours, est déjà en train de mettre en place des bus électriques. Donc, après le tramway, c'est les bus électriques. Et je vais dire que le Maroc est parmi les 2 pays qui ont pu respecter les exigences qui ont été fixés par le protocole de Kyoto en matière de protection de l'environnement. Parce que le Maroc a amorcé une phase depuis quelques années, bien presque une dizaine d'années, une phase d'immigration vers tout ce qui est énergie renouvelable. Et ça a apporté des fruits. Les fruits, c'est que le Maroc est parmi les 2 pays qui, aujourd'hui, ont pu atteindre les objectifs qui ont été fixés par ce protocole en matière de protection de l'environnement. Donc, les défis encore, je reviens sur la durabilité, la qualité de vie, la résilience. On n'a pas parlé de résilience. La résilience de la ville sera après, bien sûr, la résistance ou bien sa résistance aux phénomènes tels que la pandémie de Covid-19 ou bien tout autre phénomène qui peut se produire et qui va affecter la vie des citoyens qui occupent cette ville-là. Voilà, l'inclusion, c'est-à-dire favoriser toutes les classes sociales, les pauvres, les riches, favoriser toutes les races et que tout le monde ait les mêmes égalités de chance. Voilà, comment est-ce que l'intelligence artificielle, parce que je reviens toujours sur ce domaine, comment est-ce que l'intelligence artificielle est appliquée pour répondre à cette problématique-là. On a vu déjà des travaux qui essayent d'utiliser des cartographies pour cibler des zones, des futurs ghettos dans des villes lors de leur croissance. Donc, pendant la croissance urbaine, on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle pour cibler les futurs ghettos. Donc, le problème de ghettoisation qu'on appelle en anglais les slums, ça c'est un gros problème lors de la planification ou lors de l'aménagement urbain. Même la ville de Casablanca, qui est une ancienne ville, qui a assez évolué, qui essaye de faire le maximum d'efforts, on n'évite pas les ghettos. Il y en a quand même quelques-uns à Casa. Voilà. Donc, moi, personnellement, dans
travaux de recherche en ingénierie urbaine. Je travaille sur la mise en place des outils d'aide à la décision de planification urbaine. Voilà, ce qui permet de faire une simulation prédictive de certains indicateurs qui doivent être pris en compte lors de l'aménagement de la ville. Donc, notamment, actuellement, on travaille sur deux indicateurs très intéressants qui sont la pollution et le climat. Donc, les indicateurs climatiques, c'est notamment le réchauffement ou bien la chaleur qu'on ressent à l'intérieur des maisons ou bien la fraîcheur. On sait que lorsqu'il fait très chaud, il faut qu'on apporte une compensation en termes de climatiseur. Et lorsqu'il fait très froid, il faut qu'on apporte du chauffage. Donc, comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire ce qu'il faut apporter ou bien quand est-ce qu'il faut apporter. C'est ce que nous sommes en train de travailler maintenant. Et là, ça va aider ou bien aussi lorsqu'on occupe la façon dont on occupe la ville ou bien la façon dont on construit dans une ville ou les matériaux avec lesquels on construit dans une ville, est-ce qu'ils n'affectent pas cette température qu'on ressent à l'intérieur de nos maisons? C'est un peu ça. Et aussi, il y a des camarades qui travaillent sur des systèmes d'aide à la décision pour le transport, pour la gestion et la gouvernance urbaine, pour les politiques urbaines, pour l'optimisation des ressources. Et voilà, l'intelligence artificielle intervient aussi pour le contrôle routier, les feux de signalisation, l'analyse faciale et la ville intelligente, bien sûr, la digitalisation, l'économie des ressources en eau, l'énergie, le transport. Voilà, vous allez m'excuser parce que j'ai pris 5 minutes de plus. Et puis, je vous remercie de votre attention. Donc, tous les contacts qui sont là. Monsieur Abdallah, il m'a dit que c'est Yann Lecan qui a fait marcher l'intelligence artificielle après 20 ans d'attente. Donc, il avait déjà fait ses recherches en 92. Il a dû attendre pendant 20 ans qu'il y ait suffisamment de données et suffisamment de capacités au niveau des machines pour que son intelligence artificielle puisse marcher et atteindre les performances qu'il voulait. Donc là, on commence la séance questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'aurais une question, si possible, pour Monsieur Marwan. En termes de reinforcement learning, quelles sont, par exemple, les applications qu'on peut imaginer pour des entreprises industrielles, c'est-à-dire d'autres applications qui sortent du cadre bancaire, mais qui seraient donc appliquées pour des entreprises qui travaillent dans l'industrie. Voilà. Ok. Votre écran. Tu peux arrêter le partage, Stéphane. Marwan? Allô, oui. Ok, pour des applications, je ne sais pas exactement des applications sur l'industrie. Si Youssef, Oui. si vous pouvez indiquer exactement le marché ou bien l'industrie que tu vises à appliquer. Oui. Donc, c'était plus une question par rapport par exemple, pour optimiser des systèmes industriels où il y aurait plusieurs paramètres qui entrent en compte.
Et comme vous l'avez expliqué, ou quelqu'un, un humain Donc, pourrait pas donc, tout, essayer toutes les possibilités. Donc, ok, c'était donc, plus par rapport à ça. tout simplement, pour l'apprentissage par renforcement, elles nous permettent de faire des choix d'une manière dynamique. Je ne sais pas exactement le truc parce que par la suite, tu peux le modéliser avec un système de recommandation ou bien l'apprentissage supervisé. Si vous avez assez de données aussi, vous arrivez à labelliser les données. Tu peux travailler avec du machine learning, de l'apprentissage supervisé. Pour le cas de l'apprentissage par renforcement, si vous avez un système qui évolue au cours de temps et vous avez des décisions à prendre au cours de temps. Donc, vous voulez prendre les meilleures décisions. Mais exactement, puisque je ne maîtrise pas avec le métier que vous proposez, moi, je suis désolé, je ne peux pas proposer des solutions sur le sujet direct. Et merci. Je pense que vous avez répondu à la question, merci. Ok, Justement, je voulais merci, savoir merci à vous. comment identifier un problème d'apprentissage par renforcement. Ah, Dans quel cas mais là. par la suite, ah, ok. Mais par la suite, si vous voulez, tu peux prendre contact avec moi, on peut discuter en détail le sujet. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc juste Youssef, je ne sais pas si je me trompe, je crois que l'apprentissage par renforcement est beaucoup utilisé dans tout ce qui est automobile, ou véhicule automatique. Les véhicules autonomes. Autonome, voilà, véhicule autonome. Et je pense que même c'est dans ce domaine-là que l'apprentissage par renforcement est lié. Voilà, c'est des véhicules on les laisse aller tout seuls et lorsqu'ils commettent une erreur, on leur enlève des points. Lorsqu'ils réussissent ce dont on leur demande comme tâche, on leur donne des points en plus. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un principe de fonctionnement de cette sorte-là. Donc, on vous donne des rewards, c'est-à-dire des récompenses lorsque vous faites bien ce pourquoi vous avez été construit, ou bien on vous enlève des points lorsque vous parvenez pas à bien les faire. Un exemple pratique, juste des compléments, par exemple, la gestion des carrefours avec les véhicules autonomes. À ce moment-là, on doit appliquer forcément le reinforcement learning. Donc, pour gérer donc un carrefour dans une ville, par exemple, avec des véhicules autonomes, il faut donc alimenter donc les véhicules par des algorithmes de reinforcement learning, afin donc d'éviter le maximum de dégâts donc catastrophiques, à vrai dire. D'accord, merci. Voilà, donc là, c'est une application, on ne va pas dire industrielle, mais c'est dans le domaine de l'automobile. Qui dit automobile dit aussi industriel, sous un autre angle. Voilà, maintenant, il y a une grosse discussion qui se pose en ce qui concerne le reinforcement learning. Est-ce que ça peut fonctionner dans quelque chose qui est réel? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu récent, donc c'est un deep learning qui est récent, qui est assez récent. Pour moi, c'est un deep learning qui est assez récent. Et puis, il y a encore beaucoup de discussions autour. Mais comme le domaine de la banque ne cesse de prendre ce qui peut donner le meilleur rendement, ça profite au domaine bancaire. Et comme vous avez dit, Marwan, il travaille avec ses algorithmes. D'accord. Et j'aurais une autre question, si possible, par rapport au domaine bancaire. Est-ce que, par exemple, des algorithmes comme ça d'intelligence artificielle et d'apprentissage par renforcement peuvent réussir à prédire des cours d'action donc dans la bourse, comme ce qui vient de se passer récemment sur l'entreprise GameStop? Par exemple, en allant analyser des données sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, est-ce qu'on peut réussir aussi à prédire des cours de la bourse avec des données moins
moins conventionnels. Si Youssef, tu peux répéter la question s'il te plaît. J'ai pas bien entendu la question. Oui, bien sûr. Je me demandais en fait, est-ce qu'on peut réussir à prédire avec le reinforcement learning ou avec une autre chose, aujourd'hui des cours d'action dans la bourse et par exemple prédire des choses comme la récente affaire de l'entreprise GameStop où des communautés sur Internet ont commencé à acheter des actions pour entraîner une hausse. Donc je me demandais si en analysant par exemple des données sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des données textuelles, est-ce qu'on peut les intégrer à des agents de décision pour par exemple faire du trading ou autre chose? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a l'utilité, il y a l'application de Sentiment Analysis pour la finance. Je pense le nom exact, c'est la finance comportementale. On peut se baser sur la prédiction des sentiments des clients pour savoir si on aura une augmentation sur des actions ou pas. Voilà. Juste, Youssef, ce que tu es en train de demander, c'est quelque chose qui est très appliqué de nos jours. Hein. Ce n'est pas seulement pour le domaine bancaire, mais c'est pour toute autre chose. Donc, le sentiment analysis, peut-être pour gagner une élection, comme vous avez vu aux États-Unis en 2016, le sentiment analysis, peut-être pour faire une campagne, pour faire tout ce que vous voulez. Tu vois? Maintenant, pour les actions boursières, on sait que tout ce qui est bourse, c'est déjà une série chronologique. D'accord? C'est déjà une série chronologique. Oui, la bourse dépend beaucoup de tout ce qui est vie courante. Ça dépend pas beaucoup, mais peut-être aussi de ce qui est vie courante et des événements qui peuvent avoir lieu. Par exemple, s'il y a une pandémie comme Corona, vous allez voir que lorsqu'on annonce un vaccin ou l'efficacité d'un vaccin, il y a des actions boursières qui sont liées à ce vaccin-là qui vont grimper. D'accord? Par exemple, AstraZeneca, au moment où ils annoncent l'efficacité d'un vaccin ou bien un autre labo, vous allez voir que son action boursière va grimper. Bon, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'ils font la prédiction ou bien c'est juste en analysant vraiment les conversations ou bien les contenus des réseaux sociaux? Voilà, peut-être ça pourrait aussi permettre de voir l'opinion des gens. Comment est-ce que les gens sont en train de penser par rapport à des événements? Et toute cette pensée-là, ça permet de prévoir les effets sur une bourse, par exemple. D'accord? D'accord, je vois, merci. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ils font attention sur tout ce qu'ils échangent sur Internet, parce que tout ça est scruté par derrière. Tout ça est scruté par derrière. Celui qui scrute, il est scruté. Pourquoi? C'est pour ses besoins. Toi, peut-être demain, tu auras besoin de faire un cours de soutien au lycée et tu connais personne, donc tu peux te rendre sur Facebook et tu fais ta campagne pour recruter des potentiels bénéficiaires. Qu'est-ce qui va tourner derrière? Ça sera une intelligence artificielle, ça c'est sûr. Peut-être c'est pas toi qui la programme, mais tu vas donner comme des paramètres. D'accord? Tu vas donner des paramètres qui seront les matières que tu vas enseigner, les heures, ta localisation, tout ce qui va avec. Et ça va permettre de paramétrer l'intelligence artificielle de Facebook et de remettre ce que tu veux. Mais Facebook, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils font de l'analyse de l'opinion. Ils analysent tout ce que les gens qui sont autour de toi ou dans ta ville, ils ont échangé pour pouvoir te faire des propositions ou bien pour pouvoir les orienter vers ce que tu veux. Bon, après, ce n'est pas forcément une action boursière, mais la bourse, c'est exactement la même chose. C'est les événements qui se passent dans la vie, ces événements-là. Peut-être s'il y a une décision politique, elle est souvent beaucoup influencée par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par les discussions. Voilà, il peut y avoir peut-être des mouvements de grève, il peut y avoir des gens qui prennent la parole, qui parlent, et tout ça va être analysé. Ça va influencer la décision politique. Et cette décision-là, forcément, ça se répercute sur l'action boursière. Donc, peut-être à un moment, les gens ont vu que tout ce qui est échangé sur Internet, tout ce texte qui est échangé sur Internet, si on le traite,
on va pouvoir prédire un pic. Parce que dans la bourse, c'est ça, c'est chercher le pic supérieur. C'est en ce moment-là que tu vends, ou bien quand il y a le pic inférieur, tu achètes une action. Et c'est un domaine où l'intelligence artificielle est vraiment, vraiment beaucoup appliquée aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le reinforcement learning, mais aussi le deep learning en général. Voilà, j'espère que tu es un peu satisfait. Oui, c'est plus clair, merci. Une dernière question pour Monsieur Warren, juste question plus pratique par rapport au Maroc. Quel est un peu l'état des entreprises, c'est-à-dire en termes de projets en machine learning, deep learning? Est-ce que les entreprises en général au Maroc ont commencé à travailler sur des technologies un peu récentes ou est-ce que l'état du marché de la data science, de l'intelligence artificielle est encore un peu à ses débuts? Je pense que le marché est plus mature sur le monde de l'ingestion de data et travailler avec du big data, les data warehouse. Mais pour le machine learning, je pense que c'est pas encore. Donc, il y a des startups, il y a des entreprises dans le domaine de la finance, mais le marché n'est pas assez mature encore. Donc, voilà, je pense. D'accord, merci. Bon, disons que le marché marocain, il faut bien préciser, est-ce que c'est le marché consommé au Maroc, c'est-à-dire par exemple le marché des applications qui sont consommées au Maroc? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est du consommé au Maroc que Marouane parle. Mais toi, tu ne demandes pas forcément de consommer au Maroc parce qu'on sait que le Maroc, c'est un excellent pays en termes de tout ce qui est offshore. Et tout ce qui se passe ici, notamment dans le domaine informatique, je l'ai dit à 90%, c'est de l'offshore. Voilà, si on veut intégrer ce volet d'offshore, comment est-ce qu'on va répondre à cette question que tu viens de poser? Ça ne serait pas forcément la réponse que Marouane vient de dire. Mais je pense aussi donc il y a un autre problème au niveau de Maroc. Voilà. Pour rester donc pour arriver donc à la maturité donc totale, il faut donc encourager, donc on doit passer par une phase de digitalisation, à vrai dire, des entreprises, et on doit donc avoir la volonté parce que, comme je viens de dire, ou bien je pense que les intervenants sont d'accord sur ça, c'est que donc on doit avoir des données. Donc pour manipuler que ça soit, c'est vrai que le reinforcement learning parfois donc on n'aura pas besoin des données, mais vraiment tout ce qui est machine learning, deep learning, on doit avoir donc, avoir donc des jeux de données donc pratiques. Et lorsqu'on demande donc, comme vous savez donc Stéphane, on a essayé donc d'appliquer ça, on a contacté des entreprises dans ce sens pour appliquer le machine learning, mais donc on a frappé les portes, mais on n'a pas de réponse. Donc ils refusent donc carrément. Voilà, donc là c'est un problème qui est culturel. Hein. C'est un problème qui est culturel. On va parler de culture ou bien d'authenticité culturelle ou bien de la culture aussi en parallèle avec les affaires. On sait qu'on est en Afrique, on sait qu'on a une certaine authenticité qui est partout. Donc, lorsqu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, on n'intègre pas aussi facilement que ça. Voilà, les entreprises sont encore réticentes, elles vont prendre leur temps pour encaisser la chose. Voilà, et là, ça revient à la question, à la réponse de Marouane qui a dit que voilà, ça avance, mais un peu timidement. Pourquoi le domaine il est porteur? Il est porteur parce que le Maroc, c'est pas seulement du consommé local. On sait que dans le domaine technologique au Maroc, il y a près de 90% qui est dédié à l'offshore. Voilà, c'est tous les pays européens. Et dans ce sens, lorsqu'on prend en compte l'offshore, si on regarde par exemple les sociétés comme IBM, si on regarde les sociétés en général, presque toutes les sociétés qui sont à Casanière-Shore, qui ont des grands effectifs, qui travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui
travaillent beaucoup sur le data science ou bien le data mining même en général aujourd'hui. Voilà, c'est des sociétés qui absorbent des grands effectifs, d'accord, et qui font des travaux pour des pays qui sont consommés à l'extérieur, si je veux dire. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est les entreprises qui ne veulent pas dévoiler leur jeu de données ou elles n'ont pas commencé à récolter des données carrément, les entreprises locales ici au Maroc? Bon, moi, aujourd'hui, bon, disons que j'ai un collègue qui est spécialisé dans la collecte de la data urbaine, hein. Voilà. On ne va pas dire que les entreprises ne veulent pas dévoiler leurs données. Moi, je vais te demander d'aller dire à Facebook de te remettre tes données. Voilà, je pense que Facebook ne pourra pas te donner parce que Facebook gagne de l'argent sur tes données. D'accord? Si tu sais que ton business model est orienté vers l'utilisation de ces données-là pour offrir du service marketing à des utilisateurs, à des partenaires, est-ce que tu vas forcément les partager avec tout le monde? Eh bien non. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises ont leur business model axé sur la vente de données. Google, Facebook, Amazon et tout ce qui va avec, ils vendent quoi? Ils vendent les données. Donc, si tu sais que tu vends les données et tu ne fais tes bénéfices que sur les données, est-ce que tu vas partager les données? Sachant que tout le reste des services sont gratuits. Non. Voilà, donc maintenant, le volet ou bien l'aspect sur lequel on pourrait partager les données, c'est beaucoup plus le volet étatique. Sachant que l'État sait que les données peuvent vraiment galvaniser toute l'économie, donc l'État peut faciliter la distribution des données. D'accord? Ça on voit déjà en Angleterre, ce n'est pas une initiative d'entreprise privée, hein. Si une entreprise privée veut partager les données, elle va se rassurer qu'elle a déjà exploité ces données-là et qu'elle ne peut plus vraiment servir à très, très grande chose. Je ne pense pas que ça existe vraiment des données de Facebook sur Internet. Le seul site qui partage souvent des données, ou bien qui donne la possibilité de télécharger les données, c'est Twitter. Donc là, c'est aussi en fonction de son business model. Est-ce que son business model tourne forcément autour de ces données-là? Ou bien Twitter, c'est que bon, il y a beaucoup d'opinions qui circulent sur le réseau et que plus les gens ou bien la communauté scientifique va analyser ces opinions-là, plus ça va leur donner de la notoriété et c'est cette notoriété-là qu'ils vont vendre après. Donc, je ne sais pas, Adara, si on a bien répondu à ta question. Oui. Voilà, donc, pour résumer, il faut, en matière de données, aujourd'hui, la donnée, c'est la matière première. C'est comme le gisement de pétrole. Est-ce que si tu as un gisement de pétrole dans ton pays, tu vas le partager avec tout le monde? Mais je pense qu'aussi qu'il y a des mouvements qui apparaissent. J'ai posé une question. Les données, c'est le gisement de pétrole. Si tu l'as dans ton pays, est-ce que tu vas le partager avec tout le monde? Pas Non. forcément. Voilà, pour partager avec quelqu'un, tu vas lui demander qu'il achète une licence. C'est pourquoi, pour accéder à beaucoup de données, vous voyez qu'il faut avoir une licence. Sauf les données qui sont anciennes, quand on sait que voilà, on a déjà exploité, on a extrait les connaissances qui sont déjà publiées partout. C'est là qu'on va vous les donner. Voilà, vous pouvez continuer maintenant. Vous me parlez à moi, c'est ça? Oui. Donc oui, je voulais juste vous répondre juste par rapport à ça, parce qu'il y a des entreprises qui possèdent des données, mais qui par exemple n'ont pas les ressources ou le temps pour les analyser. Donc je me disais, vu qu'il y a des mouvements qui naissent de l'open data et le partage des données, peut-être que ça peut être une bonne chose pour eux
de partager leurs données et de bénéficier aussi des données des autres organismes qui aussi à leur tour vont partager et qui seront donc analysés pour en extraire de la valeur. Après, c'est vrai que, comme vous avez dit, des entreprises comme Facebook ou des géants de la donnée ne vont pas dévoiler leur cœur de métier. Voilà. Donc là, ça dépend encore. Ce que vous dites dépend. On ne va pas prendre l'exemple, si on prend l'exemple d'une compagnie de transport qui exerce sur Casa, ce n'est pas la même chose que Facebook. La compagnie de transport, avant d'exercer, elle exerce dans le cadre d'une politique d'urbanisation qui a été fixée bien au départ et dans le cadre d'une collaboration avec la collectivité. Dans ce sens, peut-être la collectivité, vu que c'est un service public délégué, peut-être la collectivité peut négocier le partage des données de la compagnie de transport urbain. Ça, c'est possible. Dans les pays développés ou dans les pays du Nord, ça se fait. On partage des données de ce type de compagnie, même en temps réel. Chaque une semaine, il y a des données qui sont actualisées. Bon, maintenant, en ce qui concerne Facebook ou bien Google, Google, je vais demander juste la météo. Vous savez, peut-être Google nous donne la météo ou bien ton propre trajet. Si tu veux l'utiliser pour faire des calculs ou bien pour entraîner ton modèle de machine learning, Google ne pourra pas mettre à ta disposition tes propres données. Voilà, parce que après, derrière, tout ce qui est offert est gratuit. Mais eux, ils vendent quoi? Juste tes données. Je te donne tout gratuitement et tu me laisses tes données. Donc, pour résumer, ça dépend du cas. Il y a des cas où on peut mettre à disposition des données et des cas où on ne peut pas. Par exemple, tout ce qui est stock exchange, donc tout ce qui dépend de la bourse, tu peux avoir ces données en temps réel parce que la bourse, c'est connu. Et les banques ont besoin, ou bien les sociétés boursières, elles ont besoin que tout le monde connaisse cette information-là, que tout le monde la traite pour pouvoir venir investir. Pour être rassuré, pour que tout soit transparent, que tout le monde ait le maximum d'informations sur la bourse afin de venir injecter de l'argent. Mais si ce n'était pas ça, pourquoi ils devraient mettre à disposition ces informations-là? Oui, c'est sûr que les données personnelles, en tout cas, ne peuvent pas être divulguées. Oui, il y a les données personnelles, il y a aussi des effets de concurrence parfois. Oui. Voilà, mais une compagnie de transport, peut-être elle a l'exclusivité. Si on prend Alsa à Casablanca, elle a peut-être l'exclusivité, mais pourquoi elle ne met pas à disposition des données? Voilà, peut-être parce que la collectivité qui est la mairie de Casa, elle n'a pas déjà tenu compte de ce point-là. D'accord, ça marche. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah non, on pense que Youssef, il a posé les questions pour tout le monde là déjà. D'accord. Abdoulaye. Non, j'ai pas de questions. Mais juste concernant Facebook, Facebook, juste un complément. Comme je rejoins donc M. Stéphane et M. Marwan. Donc Facebook, maintenant, je ne sais pas, donc pour avoir donc les opinions, est-ce qu'on peut utiliser par exemple, ça c'est une question pour Stéphane, ce qu'on appelle le web scraping. Donc le web scraping, grâce de ça, je peux avoir des données pour donc analyser les sentiments des gens. Et sachant que aussi donc Facebook, je sais pas, donc il est en train d'appliquer, ça c'est l'inconvénient à vrai dire de ce qu'on appelle de machine learning et de deep learning, en tout cas l'IA en général. Il est en train d'appliquer donc ce qu'on appelle des algorithmes pour donc attirer donc le maximum ou bien que les gens à l'échelle internationale ou bien à l'échelle mondiale rester connectés donc dans les réseaux sociaux pour avoir donc le maximum des données.
Donc, il y a D'accord. deux commentaires qui vraiment qui traitent ça. Par exemple, je peux partager donc des social dilemma. Donc, ça, c'est un documentaire qui se trouve dans Netflix. Ou bien, vous pouvez, donc, c'est un documentaire récemment. Vraiment, il donne pas mal d'informations. Je vais partager ça donc dans le partie de chat. Donc, Facebook, vraiment, il utilise donc le machine learning même pour donc, je sais pas, pour influencer les gens à chaque moment. Mais je sais Oui, pas, est-ce que concernant le web scrapping, Stéphane? oui, c'est vrai que en parlant du machine learning, Facebook fait partie des pionniers à intégrer le deep learning. Bien sûr, c'est eux qui ont fait marcher le deep learning parce qu'ils étaient les premiers à collecter les gros volumes de données. Facebook avec Google et autres. Donc, c'est grâce aux données qu'ils ont collectées que le deep learning a marché en 2012, après 20 ans d'attente. Donc, maintenant, le web scrapping, j'ai dit tout à l'heure, le web scrapping, ça marche bien avec Twitter, parce que Twitter, il donne le libre accès aux données. Mais Facebook, non. Je pense Je pas pense, trop. monsieur Stéphane, que oui. Je pense que oui. Bon, en général, dans le scrapping, il y a deux types de scrapping. Il y a scrapping statique et dynamique. En utilisant, je pense, Selenium, on peut scraper les données. C'est à la base de mon expérience. Voilà, mais est-ce que sur Facebook, on peut scraper les données de la même façon que sur Twitter? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais non, Twitter, on C'est peut assez. demander, je pense, un key pour scraper les données. Mais on peut faire on peut développer des codes qui permettent de faire du scrapping sur Facebook. Voilà, donc, Si vous pouvez vraiment voir le truc là, Selenium, je pense que tu peux faire du scrapping avec. bon, moi, en général, les études que j'ai vues dans la littérature, c'est beaucoup plus sur Twitter. Et je sais que Facebook a une certaine couche supplémentaire en termes de confidentialité et de liberté d'accès aux données. Voilà, donc Facebook, c'est un peu plus confidentiel par rapport à Twitter. Bon, je sais qu'on peut scraper, mais juste. C'est un peu ça la question. Voilà, donc là, oui, je pense que là, tu as la réponse. Et On peut se merci. frapper, même si ce n'est pas aussi facilement que sur Twitter. Hein. Twitter, c'était parmi les premiers. Depuis longtemps, ils ont laissé le libre accès à tous les échanges, bien sur leur site ou bien sur leur application. Et Facebook, bon, je vais encore relire là-dessus. Peut-être je ne suis pas trop à jour parce que je sais qu'eux, ils ont quand même une couche supplémentaire de confidentialité, de protection. Voilà. Ok, merci beaucoup Stéphane et aussi Marwan. Donc, je pense qu'on peut Voilà. continuer donc. Merci à M. Marwan aussi. Ouais. Voilà, donc on peut clôturer. Voilà. Ok, merci à vous. Merci aux participants Bonne soirée. de leur patience. Merci. Voilà. Merci.